Salut. Je m'appelle Odell. Il y a 2 semaines, ma sœur m'a crié dessus devant nos parents, tu as ruiné nos vies. Et ils ont acquiescé comme si c'était vrai. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste parti avec rien d'autre que mon sac et le silence. Mais ce matin, je me suis réveillé avec 14 appels manqués. Maintenant, ils disent qu'ils ont besoin de moi. Alors qu'est-ce qui a changé? Avant de plonger dans le vif du sujet, à quelle heure écoutez-vous ceci et d'où? Laissez un commentaire car peut-être avez-vous aussi été effacé, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils avaient besoin de celui qu'ils avaient rejeté. Il faisait déjà nuit dehors, mais l'air à l'intérieur de la maison était encore plus lourd. Ma sœur, Sarafène, était parfaitement perchée sur le bord du canapé crème surdimensionné de la famille, sa lumière annulaire brillant comme un halo autour d'elle. Elle terminait une diffusion en direct, quelque chose à propos d'atteindre 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Mes parents étaient assis à proximité, hochant la tête comme si elle venait d'obtenir son doctorat. Je me tenais dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le salon, serrant une tasse de thé ébréché que j'avais réchauffé 2 fois. Mon nom n'avait pas été mentionné une seule fois au cours de la dernière heure. Ce n'était pas surprenant. J'étais devenue une experte pour me fondre dans le décor. Parfois, je me demandais si les murs me remarquaient plus qu'eux. Puis c'est arrivé. L'écran de l'ordinateur portable a vacillé et la voix de Sarafène a fait un bond d'une demi-octave. Oh mon Dieu, pas maintenant. Son sourire parfaitement soigné a disparu. Pourquoi cela arrive-t-il toujours quand tu es là, a-t-elle lancé, sa voix traversant la pièce et me transperçant. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Quoi? Tu me stresses rien qu'en respirant, Odell, a-t-elle aboyé. Tu perturbes mon ambiance. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un, n'importe qui, dénonce ce que c'était, ridicule. Mais au lieu de cela, ma mère s'est levée, enlevant des peluches invisibles de ses genoux. Elle n'a pas tort, Verina, a-t-elle dit calmement. Chaque fois que quelque chose de bien arrive, tu trouves un moyen de le gâcher. Tu as ruiné sa vie. Honnêtement, tu as ruiné la nôtre aussi. Mon père n'a pas dit un mot. Il s'est juste frotté l'arête du nez, comme si tout cela était trop familier, trop épuisant. J'ai senti la rougeur monter à mon cou. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas défendu. Au lieu de cela, je me suis retourné. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis qu'il m'avait laissée à contre-cœur utiliser pendant que je trouvais des solutions. La porte a à peine fermé sans coller. La moquette sentait faiblement la poussière et un assainisseur d'air expiré depuis longtemps. J'ai bougé silencieusement, robotiquement, en fourrant quelques articles essentiels dans un sac à dos que je n'avais pas touché depuis l'université. Je n'ai rien emballé de sentimental, pas de photos encadrées, pas de cartes, pas de lettres. J'avais arrêté de les écrire il y a des années quand j'ai réalisé que personne ne les lisait. 15 minutes plus tard, j'étais dehors. Personne ne m'a demandé où j'allais. Personne ne m'a demandé si je reviendrais. La rue était calme, le genre de silence qui suit le genre de dispute où les mots frappent plus fort que les poings. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à la station-service aux lumières fluorescentes bourdonnantes. J'ai acheté une barre granola et une bouteille d'eau, principalement par habitude, pas par faim. J'ai demandé au commis si le bus était encore en service. Le dernier est dans 8 minutes, s'il est à l'heure. Il ne l'était pas, mais j'ai quand même attendu, assise sur le banc en métal froid, les mains enfoncées dans les poches de mon manteau et mon sac à dos entre mes jambes comme un radeau de sauvetage. Quand le bus est arrivé, je suis monté et je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet jusqu'au centre-ville de Charlotte a semblé plus long qu'il ne l'était. J'ai gardé la tête baissée, regardant les lumières de la ville défiler comme de la peinture maculée. Personne n'a établi de contact visuel. C'était presque un réconfort. Quand nous sommes arrivés au terminus, je suis descendu et j'ai marché quelques pâtés de maison jusqu'à un petit motel beige avec une enseigne au néon clignotante, le genre d'endroit où l'on ne va que si l'on n'a plus de meilleures options, ou de meilleures personnes. L'homme à la réception n'a pas posé de questions. Il m'a tendu une clé avec un numéro gratté et réécrit au marqueur. Espèce ou carte, a-t-il marmonné, les yeux ne quittant jamais son émission de télé-réalité qui jouait derrière lui. J'ai remis mes 42 derniers dollars. La chambre sentait le vieux tabac et le liquide de nettoyage qui ne masquait pas tout à fait quoi que ce soit. J'ai laissé tomber mon sac à dos près du pied du lit et je me suis assise sur le bord du matelas. Il a craqué sous moi, fort dans le calme. Je ne me suis pas déshabillé. Je n'ai pas pleuré.
Je fixais juste la tache d'eau au plafond au-dessus de moi. On aurait dit un cœur brisé, ou une étoile brûlée, selon l'inclinaison de la tête. Mon téléphone était posé face contre terre sur la table de nuit. Je n'avais pas entendu un seul bourdonnement pendant tout ce temps. Pas de où es-tu? Pas de reviens à la maison. Rien. Et puis il a vibré, une seule fois. J'ai tendu la main, à moitié pleine d'espoir, à moitié engourdie. Une notification est apparue, rappel, cadeau de fête des mères non ouvert d'Odell livré il y a 2 ans. La boîte que je lui avais envoyée par la poste, enveloppée dans du papier de soie, une paire de mouchoirs en soie avec ses initiales. Je les avais fait monogrammer. Elle ne l'a jamais ouverte. Ils ne m'ont jamais ouverte. Le lendemain matin, j'étais levé avant que le soleil ne finisse de se lever. J'ai compté ce qu'il me restait, $270 et de la monnaie. Pas de travail. Pas de maison. Mais quelque chose à propos de cette note a fait que le calcul ressemblait moins à un compte à rebours et plus à un défi. J'ai marché vers le centre-ville. Mes pieds me faisaient mal avant que j'atteigne la station-service du coin, mais j'ai continué. Un petit café près de la gare routière ouvrait tôt et avait une petite pancarte à la craie devant, Wi-Fi gratuit. Recharge de café toute la journée. C'était tout ce dont j'avais besoin. À l'intérieur, ça sentait le pain grillé brûlé et le nettoyant pour sol. J'ai commandé le plus petit café du menu, $1,75, et j'ai pris la place la plus proche de la prise. J'ai sorti mon téléphone et je me suis connecté à quelques plateformes de tutorat en freelance que j'avais mises en signé il y a des années mais que je n'avais jamais utilisées. L'une d'elles avait encore un ancien profil enregistré. Je l'ai mis à jour, spécialisé dans la préparation au SAT et à l'ACT, le soutien à la rédaction, la planification des études. Patiente. Fiable. Sous à propos de moi, j'ai écrit, je crois qu'il faut se présenter même quand personne d'autre ne le fait. À midi, j'avais postulé à 16 offres, des parents désespérés à la recherche d'aide pour les résultats au test, des étudiants accablés par la pression universitaire. Des gens que je pouvais comprendre d'une manière que ma propre famille n'avait jamais essayé de me comprendre. À mi-chemin de la 5e candidature, j'ai fait une pause. Les mots fiables. Écoute compatissante me regardait depuis la section bio. Je me suis souvenu de la voix de grand-mère. Tu étais toujours celle qui écoutait, avait-elle l'habitude de dire, quand j'étais assise à ses pieds pendant les dîners du dimanche pendant que tout le monde se parlait par-dessus la tête. Elle a vu quelque chose, pas flamboyant, pas bruyant, mais quelque chose de réel. J'ai avalé difficilement, repensant aux funérailles. Nous étions debout dans le hall de réception, entourés de gens polis avec du mauvais coleslaw. Une amie de la famille que je connaissais à peine s'est penchée doucement et a dit, « La 2e lettre de votre grand-mère était magnifique. J'espère qu'elle vous a apporté la paix. » 2e lettre? J'ai cligné des yeux. Je n'en ai reçu qu'une. Son visage est devenu confus. « Oh, j'ai dû me tromper, » a-t-elle dit. Elle vous en a écrit une autre, 8 mois avant son décès. Je suis sûr qu'elle vous est parvenue. Mais ce n'est jamais arrivé. Et quand j'ai interrogé ma mère à ce sujet, 3 jours après les funérailles, essayant encore de lui accorder le bénéfice du doute, elle n'a même pas cligné des yeux. Oh, ce n'était rien d'important. Juste des trucs de vieille dame gentille. Juste des trucs de vieille dame gentille. Cette lettre aussi avait été effacée. Comme je l'avais été. Un schéma si long et subtil, qu'on ne le remarque pas jusqu'à ce qu'on se réveille un jour et qu'on réalise que tous ces contours ont été poncés par des gens qui disaient nous aimer. J'ai secoué le souvenir et me suis reconcentré sur mes candidatures. Un tintement est arrivé. Un parent a répondu. Puis un autre. À la fin de la semaine, j'avais 3 clients, 2 lycéens et un adulte apprenant se préparant à un GED. La bibliothèque, à 2 pâtés de maison du café, permettait aux clients d'emprunter des Chromebooks pour les sessions en ligne. J'ai réservé des créneaux de 2 heures chaque après-midi et je les ai utilisés comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. La paie n'était pas beaucoup, mais chaque dollar était gagné. Et les étudiants, ils écoutaient. Ils posaient des questions. Ils disaient « merci ». Une fille, nommée Riley, a dit pendant notre 2e session « Vous êtes la seule personne qui ait expliqué cela d'une manière qui a du sens ». C'était étrange d'être vu par des étrangers d'une manière que je n'avais jamais été vu à la maison. Ce soir-là, je suis retourné au motel et j'ai enregistré mes revenus au dos du même reçu que celui de mon enregistrement. J'ai noté les heures de tutorat, les paiements que j'avais reçus sur PayPal et combien je pouvais me permettre de dépenser, les 2 prochaines nuits.
J'ai regardé autour de cette minuscule chambre. Elle sentait faiblement l'eau de Javel et les rideaux humides, mais elle était à moi, pour l'instant. Et c'était suffisant. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la moindre menace de fierté se dérouler dans ma poitrine. Ils n'ont jamais remarqué ce que je construisais, ai-je dit à haute voix à personne, parce qu'ils n'ont jamais pensé que je le pouvais. Ce n'était pas seulement de l'amertume, c'était de la clarté, froide et nette. Je me suis allongé, toujours vêtu de mon jean, trop excité pour dormir. Le motel bourdonnait de faibles conversations à travers le mur et du ronronnement d'un distributeur automatique à l'extérieur. Juste au moment où j'allais mettre mon téléphone en mode silencieux, une publication est apparue sur mon fil d'actualité. La famille, c'est qui se présente quand ça compte. Ne l'oubliez jamais. C'était la légende de Sarafen. Son visage brillait à côté de celui de notre mère, toutes deux tenant des verres de quelque chose de pétillant. J'ai à peine enregistré les faux sourires avant que mes yeux ne se posent sur quelque chose derrière elle, une photo sur le mur. Le portrait de famille. Mais je n'y étais pas. J'ai regardé la photo, mon pouce zoomant instinctivement. Mes yeux se sont fixés sur le mur familier du couloir, le même beige texturé, la même ombre douce de la lampe du couloir. Mais le cadre était différent. Le vieux portrait de famille que nous avions pris quand j'avais 16 ans, à l'époque où tout le monde prétendait encore que j'appartenais à la famille, avait disparu. À sa place, une nouvelle photo brillante. Sarafen au centre, bien sûr. Maman d'un côté, rayonnante dans son cardigan crème. Papa, raide mais souriant, comme s'il était coaché. Même le chien, Sprou, le golden retriever qu'ils ont eu après mon départ, était assis fièrement devant. On aurait dit une publicité pour une version Hallmark de notre famille. Sauf que je n'y étais pas. Pas une mention. Pas une trace. Juste une tranche de vie propre et joyeuse, taillée pour en retirer les parties désordonnées. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais tout ce que j'ai ressenti était une chaleur lente qui montait dans ma poitrine. Pas de la tristesse. Pas tout à fait de la rage non plus. Quelque chose de plus calme, de plus lourd. Comme regarder quelqu'un jeter une lettre avant de la lire et se rendre compte qu'elle était la vôtre. J'étais assise sur le bord du lit du motel, le téléphone brillant toujours dans ma main. Il y a quelques années, je me serais peut-être dit qu'ils avaient probablement juste besoin d'un cadre plus petit, ou peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte que je le remarquerais. Mais pas cette fois. Ce n'était pas un accident. C'était officiel. J'avais été effacé. Pas métaphoriquement. Pas émotionnellement. Physiquement. J'ai fait défiler d'autres photos sur la page de Sarafen. Retour au bon vieux temps. Dîner en famille dimanche dernier. Reconnaissante pour ma tribu. J'y étais, toujours à peine dans le cadre, ou complètement recadré. Et maintenant, j'étais juste, parti. Une vague de souvenirs m'a submergé. J'avais 9 ans, debout sur un tabouret pour ne pas être trop petite pour la photo de groupe à l'église. Tout le monde a ri quand Sarafen a plaisanté, Odell a toujours l'air de nous avoir photobombé. Cette fois-là, maman m'a défendu, en quelque sorte. Elle a dit, elle est juste timide, c'est tout. Mais ils m'ont quand même déplacé au bout de la file. Hors cadre, c'était plus facile. J'ai chassé le souvenir en clignant des yeux et j'ai attrapé mon sac fourre-tout, ayant besoin de me distraire. J'ai commencé à organiser mes demandes de tutorat, à répondre aux étudiants, à filtrer les messages. C'était du travail occupé, jusqu'à ce que j'ouvre le dossier spam. Il était là, un objet que j'ai failli manquer, opportunité de podcast familial envoyé par Sarafen. J'avais été mis en copie. Mon estomac s'est serré. Je l'ai ouvert. Une courte note professionnelle à un représentant des relations publiques, proposant un épisode mettant en vedette la dynamique familiale moderne à travers le prisme de la résilience et de l'influence des médias sociaux. Et puis, en bas, ma sœur? Elle est juste amère et émotionnellement instable. Nous ne nous parlons pas sans raison. Je ne veux pas qu'elle soit impliquée. Il a fallu des années pour reconstruire l'image de la famille. Ma main s'est serrée autour du téléphone. Je pouvais entendre le bourdonnement dans mes oreilles. J'ai relu la ligne 3 fois, chaque mot plus fort que le précédent, amer, instable, reconstruire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Au lieu de cela, j'ai pris une capture d'écran. Puis une autre. Puis j'ai imprimé l'email de la bibliothèque le lendemain matin et je l'ai collé au mur du motel, juste à côté de la lettre de grand-mère.
Les mots étaient côte à côte comme un avant et un après. L'un croyait que je pouvais construire. L'autre croyait que je n'étais pas assez importante pour être vue. J'ai attrapé un stylo. Sur le bloc-notes du motel, j'ai commencé à tout schématiser, date, commentaire, moment. La gomme lente. Les rejets. Les insultes dans le dos qui étaient enfin sortis par écrit. Ce n'était plus mesquin. C'était nécessaire. Plus tard dans la semaine, un message est apparu d'un groupe de préparation au SAT basé à Dallas. Ils avaient examiné mon profil et voulaient m'intégrer pour des sessions virtuelles, $75 par étudiant. Un nombre que je n'avais pas vu depuis des années. Cela signifiait que je pouvais arrêter de vivre avec un café à $1 et de l'espoir. J'ai accepté l'offre sans célébrer. Pas de saut. Pas de sourire. Juste une sorte de satisfaction stable, le genre qui reste silencieux parce qu'il n'a pas besoin d'être vu. Vendredi soir, j'avais assez pour payer une petite chambre dans un appartement partagé à quelques kilomètres de là. Pas un palais, mais quelque chose avec une porte qui ferme à clé et pas d'enseigne au néon clignotante à l'extérieur. J'étais assise sur le lit, traçant le bord de l'email avec mon pouce. Je n'étais plus en colère. J'étais réveillé. Il y a une différence. On a frappé à la porte du motel, ce qui m'a fait sursauter, un coup sec et hésitant. Je me suis levé lentement et j'ai ouvert. Elle était là, Mila, ma meilleure amie d'autrefois. Son visage avait l'air plus mince, fatigué. Elle serrait quelque chose dans ses mains, quelque chose enveloppé dans un vieux torchon comme s'il avait été caché. « Odell, dit-elle doucement, ils m'ont dit que tu avais des ennuis. » Je ne les ai pas crus, jusqu'à ce que je voie ça. Je me suis écarté pour laisser Mila entrer, et elle a hésité, comme si elle n'était pas à sa place, comme si franchir ce seuil signifiait trahir quelqu'un. Elle a tendu une petite enveloppe, du genre que j'avais l'habitude d'acheter en vrac dans cette papeterie près de la bibliothèque. Mon nom était écrit dessus, de ma propre écriture, des lettres douces et arrondies que je n'avais pas utilisées depuis des mois. Ma poitrine s'est serrée. C'est encore scellé, chuchota-t-elle. Odell, je l'ai trouvé dans le bureau de ta mère, sous une pile de coupons expirés. Je ne fouillais pas, dit-elle, le posant doucement sur la petite table près du micro-ondes. Je déposais quelque chose pour Sarafen. Verina m'a fait attendre dans la cuisine et c'était juste, c'était là, comme si ça ne signifiait rien. Je l'ai finalement pris. L'enveloppe n'avait pas été déchirée ou froissée. Elle avait exactement le même aspect que lorsque je l'avais déposée dans la boîte aux lettres l'année dernière. L'anniversaire de ma mère. J'avais économisé pendant des semaines juste pour charger une carte cadeau à son café préféré et j'avais écrit une lettre à l'intérieur sur les secondes chances, sur le fait d'essayer à nouveau, sur la possibilité de guérir. Elle ne l'a jamais ouverte. Mila s'est assise en face de moi, la bouche ouverte comme si elle voulait en dire plus, mais elle ne l'a pas fait. J'ai glissé un ongle sous le rabat. Le papier s'est décollé sans résistance. J'ai sorti la carte et le billet s'est déplié. La feuille rose tendre. Maman, disait-il, s'il y a encore une place dans ton cœur pour moi, j'aimerais m'y asseoir à nouveau. Je ne demande pas tout, juste un rappel. Nos conversations du mardi me manquent. Tu me manques. Je t'aime, Odell. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai replié. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Même les mots que je leur ai envoyés n'avaient pas d'importance. Pas assez pour les ouvrir. Pas même assez pour les jeter. Juste cachés sous des coupons et oubliés, comme un ticket à gratter qui n'a pas gagné. Mila a finalement parlé. Ce n'est pas tout ce que j'ai trouvé. Elle a fouillé dans son sac et a glissé quelques pages imprimées sur la table. Le nouveau site de Sarafen, la Success Academy, ou quel que soit le nom qu'elle lui donne. Je t'aidais à construire ce genre de choses, tu te souviens? Je reconnaîtrais ta voix n'importe où. J'ai parcouru la première page, puis la suivante. J'ai retenu mon souffle. Elle avait tout volé, le texte d'introduction, la rubrique de diagnostic que j'avais passé des mois à affiner, même mes diagrammes. La même mise en page. La même palette de couleurs. Sauf que maintenant, c'était sous le nom de Sarafen. Ses photos. Sa marque. Elle a dit que tu le lui avais donné, ajouta rapidement Mila. Je savais que c'était un mensonge. J'ai ri, un de ces petits sons haletants qui meurent avant d'atteindre la gorge. Même mes barres latérales, murmurai-je. Même les en-têtes de section. Ma voix tremblait, mais je suis resté immobile,
comme si le mouvement allait laisser la trahison se fissurer davantage. Mila est restée assise tranquillement pendant que j'encaissais le coup. Quelques heures plus tard, elle est partie, me serrant fort dans ses bras puis se glissant hors de la porte avec des larmes aux yeux. La pièce était à nouveau silencieuse. J'étais assise par terre, le dos contre le mur en bois bon marché. Pas de musique. Pas de télévision. Juste le bourdonnement du mini-frigo et le craquement occasionnel des tuyaux. Puis le bourdonnement est arrivé. L'écran du téléphone s'est allumé. Appel manqué, papa. Puis un autre, et un autre. J'ai regardé le compteur atteindre 14. Des messages vocaux ont suivi. Je n'ai pas écouté au début, mais la curiosité m'a ouverte, juste assez. Le dernier était de mon père. Sa voix était lasse. Odell, ta sœur se fait traîner partout sur Internet. Un blog a repris l'histoire. Ils appellent ça du plagiat. Les gens sont en colère. Elle dit que tu mens, mais nous avons besoin de ton aide pour calmer les choses. Elle ne gère pas bien la situation. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance. Juste le schéma habituel. Nous avons besoin de toi quand ça brûle. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas envoyé de SMS. Je suis restée assise là, le téléphone sur les genoux, l'écran toujours allumé, puis sombre, puis allumé à nouveau. Le bourdonnement ressemblait à un moustique au bord du sommeil, persistant, lancinant, ne s'arrêtant jamais. Ils n'appellent jamais, ai-je murmuré au silence, que lorsque je peux réparer ce qu'ils ont cassé. Mes bras étaient lourds. Je me suis penché en avant, posant mon front sur mes genoux. Je n'avais pas encore pleuré, mais ça, ce n'était pas des larmes. C'était quelque chose de plus lent, de plus triste. J'ai ouvert mon ordinateur portable, survolé mon dossier intitulé Archives du programme d'études. Mon doigt a appuyé sur la touche supprimer. Peut-être que je devrais simplement laisser tomber. Tout effacer, comme ils ont essayé de m'effacer. Mais ensuite j'ai remarqué quelque chose, un dossier que je n'avais pas touché depuis des années, grand-mère, juridique. J'ai cliqué à l'intérieur. C'était un scan dont je me souvenais à peine avoir téléchargé, un fichier image intitulé Testament, Odellan. Je l'ai ouvert. Il était là, clair comme le jour, la signature de ma grand-mère, son écriture. Une clause stipulant que moi, Odell Shipley, était la seule bénéficiaire de son matériel pédagogique, de tous ses programmes d'études, de ses conceptions de tutorat et de ses cadres d'enseignement. J'étais l'héritière légale du travail même que Sarafen avait volé. Et il avait été scanné il y a 5 ans, caché depuis. Le lendemain matin, le poids de ce fichier scanné ne s'était pas estompé. Je le fixais pendant que le soleil se glissait à travers les stores poussiéreux de mon petit appartement, éclairant les bords de l'écran de mon ordinateur comme s'il s'agissait d'une sorte de projecteur divin. Les mots étaient là, en gras et formels, tamponnés et signés de la plume soignée de ma grand-mère, toute la propriété intellectuelle et le programme d'études préparatoires créé ou co-développé avec Odell Shipley resteront sous son seul nom. Elle m'avait protégé, discrètement, légalement. Et ma mère l'avait complètement ignoré. Alors que je sirotais un café tiède dans une tasse ébréchée, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal, le deuxième ce matin-là. Je ne voulais pas l'entendre, mais mon pouce a survolé le bouton de lecture quand même. J'étais déjà en train de m'effondrer. Qu'est-ce qu'un tour de plus? La voix de Verina est passée, plus douce cette fois. Odellan, s'il te plaît. Tu ne peux pas laisser la famille s'effondrer. La carrière de ta sœur ne tient qu'à un fil. Elle a dit la famille, mais je savais ce qu'elle voulait dire, eux. Ceux qui ont remplacé mon visage sur les photos. Ceux qui ont laissé mon enveloppe dans un tiroir comme un déchet. Puis un autre message vocal, celui-ci de Sarafen. Sa voix était brisée par la panique. Tu es juste amère. Tu es toujours amère. Nous t'avons tout donné et c'est comme ça que tu nous remercies. Je pouvais presque la voir, arpentant une pièce immaculée, le mascara coulant sur ses joues, me blâmant, comme elle le faisait toujours. Nous t'avons tout donné, dit-elle. Quelle blague, ai-je murmuré dans le silence. Vous m'avez effacé et vous vous attendez toujours à ce que je sois votre sauveur. Mes mains étaient stables lorsque j'ai imprimé le testament. Pas de drame. Pas de larmes. Juste de la clarté. Je l'ai épinglé au mur à côté de la capture d'écran de l'email et de la note délavée de grand-mère. L'un était tapé, l'un était imprimé, l'un était écrit à la main. Tous racontaient la même histoire.
J'avais été effacé. Et maintenant, ils exigeaient que je me repeigne, juste pour réparer leurs dégâts. J'ai regardé ce mur pendant longtemps. À l'heure du déjeuner, j'avais pris ma décision. J'ai cherché un avocat à Austin spécialisé dans la propriété intellectuelle et j'ai discrètement pris rendez-vous pour une consultation. Quand je suis arrivé, j'ai apporté l'imprimé. D'une voix calme, j'ai dit, je ne demande pas à poursuivre en justice, pas encore. Je veux juste que ce soit documenté, vérifié et déposé publiquement. Je veux que la propriété soit formelle et connue. L'avocate, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Margot, a haussé un sourcil après avoir lu le testament. Vous n'avez pas besoin d'un procès pour reprendre ce qui vous appartient, a-t-elle dit en tapant sur la page. Vous avez juste besoin d'un avis. J'ai quitté son bureau avec des papiers à la main, le soleil réchauffant mon dos, et quelque chose en moi que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle. Mais la paix? Cela n'a pas duré longtemps. Ce soir-là, on a frappé à la porte. 3 coups, fermes, familiers. J'ai regardé par le Judas et j'ai failli reculer d'incrédulité, Verina, Gareth et Sarafen. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Nous nous tenions dans le couloir étroit, l'air était vif, comme si tout entre nous s'était durci en verre, prêt à se briser si quelqu'un élevait la voix. Verina avait l'air épuisée. Son rouge à lèvres était délavé, ses mains tremblaient. Gareth n'a rien dit. Il ne le faisait jamais. L'eyeliner de Sarafen était maculé, son éclat soigné se fissurait, et elle le savait. Nous avons fait des erreurs, commença Verina, joignant les mains. Nous le savons, mais la famille, s'est pardonnée. Je n'ai pas cligné des yeux. Non, dis-je doucement. La famille, c'était ne pas brûler mes lettres. C'était ouvrir mon enveloppe. C'était dire mon nom dans vos messages de remerciement à la famille. Verina baissa les yeux. Je me suis tourné vers Sarafen. Elle a croisé mon regard comme une enfant qui avait été prise mais qui ne savait pas comment s'excuser. Cette fois, leur ai-je dit en reculant, ce n'est pas moi qui répare vos dégâts. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je l'ai simplement fermée d'un clic et j'ai tourné la clé. Plus tard dans la nuit, après avoir pris une douche pour évacuer la tension et m'être versé une camomille, j'ai vérifié mes emails et je me suis figé. Une notification rouge vif m'a accueilli, votre site professionnel a été signalé et temporairement suspendu en raison de multiples réclamations pour violation du droit d'auteur. J'ai cliqué sur les détails. Quelqu'un, une adresse IP anonyme, avait déposé des réclamations contre mon propre programme d'études. Mon estomac s'est noué. Ils étaient revenus me chercher, non pas avec des mots, mais avec des papiers. Ils ont essayé de m'effacer une fois de plus, mais maintenant, j'étais prête. Au moment où j'ai ouvert les yeux, le ciel dehors était déjà d'un gris terne, un de ces matins où la lumière ressemble plus à une pression qu'à une promesse. J'ai automatiquement attrapé mon téléphone, attendant les habituels emails de tutorat de nuit ou les pings du calendrier. Au lieu de cela, la première chose que j'ai vue était une bannière rouge sur mon écran, votre site web a été temporairement suspendu en raison d'une violation du droit d'auteur signalé. Je me suis assise, le cœur battant mais les mains stables. Une deuxième notification a suivi, puis une troisième. Les objets étaient presque identiques, urgent, examen de la réclamation pour violation du droit d'auteur en attente. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un pépin ou d'un bot, mais lorsque j'ai cliqué et vu les détails de la réclamation, mon sang s'est glacé, contenu propriétaire utilisé sans autorisation. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, juste une adresse IP anonymisée liée à la plainte. Mais Margot, mon avocate, avait déjà une longueur d'avance sur moi. Dans l'heure qui a suivi, elle a appelé. Cela remonte à l'agence de branding de Sarafen, a-t-elle dit sèchement. Ce n'est pas une coïncidence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une inspiration, ouvert un nouveau dossier et commencé. J'ai pris des captures d'écran de chaque page, de chaque leçon horodatée, de chaque plan, de chaque diagramme que j'avais créé. J'ai récupéré le PDF du testament de ma grand-mère, surligné la clause exacte qui garantissait la propriété intellectuelle. J'ai même inclus les premières ébauches que j'avais enregistrées sur une sauvegarde dans le cloud, datée d'avant même que Sarafen ne lance son Academy. J'ai écrit la contre-réclamation avec le ton de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Je ne crie plus, je documente, me suis-je tapé en organisant les fichiers. Le même après-midi, j'ai envoyé un email, non seulement au conseil d'administration hébergeant ma plateforme, mais aussi à tous mes clients de tutorat et contacts professionnels.
Pas de drame. Pas d'accusation. Juste un message clair et composé, à la lumière de la récente confusion, veuillez trouver ci-joint, le matériel original du cours, les horodatage, les ébauches de développement et mes droits légaux sur le contenu tels que garantis par des documents familiaux notariés. J'apprécie votre confiance continue. Quelques réponses sont arrivées en quelques minutes. La plupart étaient favorables, quelques-unes ont exprimé leur surprise, mais un message m'a stoppé net. Une mère avec laquelle j'avais travaillé l'automne précédent, une mère célibataire de Houston, a écrit « Votre cours a sauvé l'avenir de ma fille. Ne les laissez pas vous enlever ça. » Celui-là, j'ai imprimé. Je l'ai placé à côté du testament sur mon mur. Un papier né du sang, un né de l'effort. Ensemble, ils signifiaient quelque chose de réel. Le soir, la tempête avait commencé à se préparer. Cette fois, pas la mienne. Sarafen a publié une mise à jour énigmatique sur sa page principale, les gens adorent s'attribuer le mérite une fois que le travail acharné est terminé. C'est drôle comme ça marche. Mais Internet n'y croyait pas cette fois. Dans l'heure qui a suivi, quelqu'un, un stagiaire qu'elle avait dû laisser partir sans ménagement, a publié des captures d'écran, des horodatages, des journaux de chat, même des premiers modèles Canva, tous liés à moi, tous datant d'il y a des années. La section des commentaires sous le message de Sarafen a rapidement tourné. Cela ressemble à un cas d'école de effaceur. Attendez, pourquoi Odélan n'est-elle créditée sur rien? Vous croyez trop facilement à la marque familiale. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis assise sur mon canapé usé avec une tasse de tisane à la menthe poivrée, les jambes repliées sous moi, l'ordinateur portable sur les genoux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas petite. Je me sentais calme. Forte. Puis, juste après 22 heures, Margot a rappelé. Odélan, a-t-elle dit prudemment, je ne veux pas que tu paniques. J'ai fait une pause, mon rythme cardiaque ralentissant à un rythme régulier. Dis-moi. L'équipe de Sarafen vient de déposer une injonction d'urgence. Ils essaient de bloquer votre site définitivement. Et elle a hésité. Votre nom est maintenant traîné dans un fil Reddit qui prend sérieusement de l'ampleur. C'était donc leur dernier coup. Pas une conversation. Pas des excuses. Une embuscade. J'ai soigneusement posé ma tasse et regardé les papiers sur le mur. Ce n'était plus seulement personnel. C'était public. Et maintenant, c'était la guerre. Le lendemain matin, je ne me suis pas précipité pour vérifier ma boîte de réception. J'ai fait du café, laissé la bouilloire siffler et respirer. J'ai pris mon temps pour ouvrir la fenêtre, laissant entrer juste assez d'air froid pour me sentir réveillé. Ce n'est qu'alors que j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'objet m'attendait, injonction officielle déposée. Mise en demeure en attente d'examen par le tribunal. Margot m'avait prévenu. Pourtant, le voir noir sur blanc a fait quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement une remise en cause de mon travail, c'était une action destinée à m'enterrer. En dessous du message se trouvait une copie de l'injonction, mon nom, mon cours, mes élèves, tous temporairement gelés. Presque simultanément, un fil Reddit viral m'a été transmis. Au début, je n'ai pas cliqué, mais la curiosité, ou peut-être la défiance, a pris le dessus. Ma sœur m'a tout volé et a retourné notre famille contre moi. Le nom d'utilisateur était générique, mais la formulation, c'était du Sarafen classique. Le récit inversé. Maintenant, c'était elle la victime. Maintenant, j'étais la sœur jalouse, en quête de vengeance. Les commentaires étaient brutaux. Waouh, quel genre de personne fait ça à sa famille? Ingrate beaucoup. Je n'arrive pas à croire que certaines personnes démolissent leur propre sang pour un peu d'attention. J'ai failli fermer la page. Presque. Puis j'ai vu un commentaire en bas, c'est drôle comme les preuves apparaissent toujours quand les bruyants abusent de leur pouvoir. Cela m'a stoppé net. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas long. Mais cela m'a rappelé, j'avais les preuves. Toutes. Je n'ai pas perdu une seconde de plus. J'ai allumé ma webcam, gardé la pièce sombre. Pas de maquillage. Pas d'angle. Juste moi. Et j'ai parlé, non pas avec colère, ni avec des excuses. J'ai placé le testament imprimé devant moi, lu le paragraphe à haute voix, la clause sur la propriété. J'ai montré la page signée, puis j'ai partagé à l'écran les fichiers originaux du programme d'études, les brouillons, les horodatages,
la comparaison côte à côte de son contenu rebaptisé. Et enfin, les emails. Celui de son agence. Celui de son équipe de relations publiques. Tous avec mon nom effacé. Quand j'ai terminé, j'ai regardé directement dans l'objectif. On dit que le silence est une force, ai-je dit doucement, mais parfois la vérité a besoin d'une voix. C'est la mienne. Je n'ai pas ajouté de musique. Pas de coupure dramatique. Je n'ai pas demandé de soutien ou de sympathie. J'ai juste cliqué sur télécharger et je l'ai laissé partir. En 2 heures, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. D'anciens clients ont partagé la vidéo, cette femme a aidé mon fils à obtenir son GED. Elle a travaillé avec ma fille quand personne d'autre ne le voulait. C'est grâce à elle que mon enfant est entré à l'université. Un enseignant avec lequel j'avais collaboré a republié mes diapositives. Un blogueur que je n'avais jamais rencontré a intégré la vidéo sur TikTok, louant la clarté calme. Même les modérateurs de Reddit ont pris des mesures, qualifiant le fil original de représentation erronée et verrouillant les commentaires. Quelque chose était en train de changer, lentement mais indéniablement. Tard dans la nuit, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était basse, pas théâtrale, juste fatiguée. Nous sommes désolés. Pas pour tout, peut-être. Pas encore. Mais pour l'instant, pour avoir laissé cela se produire. Tu ne méritais pas ça, Odell. Elle ne m'a pas demandé de rappeler, et je ne l'ai pas fait. Cette partie de moi, celle qui voulait entendre ces mots depuis que j'avais 9 ans, n'a pas bondi. Elle n'a pas tendu la main. Elle a juste écouté, et laissé les choses se tasser. Quelques heures plus tard, on a frappé à ma porte. Personne que je connaissais n'avait dit qu'il venait. J'ai ouvert lentement. Un livreur se tenait là, tenant une petite boîte et un presse-papier. Certifié, dit-il. Signature requise. J'ai signé, fermé la porte, me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai décollé le seau. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe, de format légal, en papier crème, de l'avocat de Sarafen. Je l'ai ouverte et j'ai lu, projet d'accord de règlement 6 juin. Confidentialité requise. Plein droit et restauration du nom en échange de la non-dénigrement. Il proposait un accord. Une fin silencieuse. Un échange. Mais il se trompait sur une chose, le silence ne les protégeait plus. Il a juste acheté ma réponse. Le chèque n'a pas tremblé dans mes mains. Il était lourd, oui, 6 chiffres de pardonner et oublier. Mais mes doigts sont restés stables pendant que je dépliais l'accord de confidentialité derrière. Retirer toutes les réclamations. Supprimer la vidéo. Ne plus jamais parler publiquement. C'était le genre d'offre déguisée en résolution mais qui puait le contrôle. Je l'ai lu 2 fois. Une fois en tant que femme qui avait passé trop d'années à douter d'elle-même. Puis de nouveau, en tant que femme que j'étais devenue, ne cherchant plus la permission d'être entendue. Et puis je me suis dirigé vers ma déchiqueteuse, j'y ai glissé les papiers et j'ai écouté les lames transformer leur silence en poussière. Cet après-midi-là, j'ai publié ma dernière déclaration. Pas de vidéo cette fois, juste une image fixe, mon nom, mes références et les mots, vous ne devez pas le silence aux gens juste parce qu'ils partagent votre nom de famille. Je n'accepterai pas de pot de vin pour une douleur que je n'ai jamais causée. À la tombée de la nuit, c'était partout. Des femmes de partout, d'anciennes éducatrices, des filles qui avaient été privées d'héritage par la manipulation, des sœurs qui connaissaient la douleur d'être des boucs émissaires, ont commencé à le partager. Non par sympathie, mais parce que cela nommait quelque chose qu'elles ne pouvaient pas dire elles-mêmes. Un message disait, je pensais être la seule. Merci d'avoir dit ce que je ne pouvais pas. Dans mon nouveau bureau à domicile, où je n'avais plus besoin de demander une chaise à table, j'ai accroché le papier froissé que je portais depuis cette chambre de motel, tu construiras ce que personne ne voit aujourd'hui. Il reposait à côté de la lettre officielle de mon avocate, propriété confirmée. Propriété intellectuelle enregistrée. Programme d'études protégées. Le bureau était modeste, la fenêtre donnait sur un arrêt de bus, mais il était à moi. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille depuis. Ni pour les anniversaires. Ni lorsque le site de Sarafen a été définitivement fermé. Ni lorsque la nouvelle s'est répandue que maman avait discrètement vendu la maison. Certains disaient que c'était pour couvrir les retombées juridiques. D'autres chuchotaient qu'elle en avait juste assez. Mais je n'ai pas attendu les ragots. Je n'avais pas besoin d'excuses imprimées à l'encre ou murmurées par la bouche des autres. Ce n'étaient pas des monstres,
juste des gens qui me faisaient passer pour une mauvaise personne quand c'était plus facile que de se regarder dans le miroir. Je ne me suis pas battu pour les punir. Je me suis battu pour me libérer. Et la liberté, elle est plus silencieuse que je ne l'imaginais, mais pas vide. Le mois dernier, j'ai lancé un petit fonds de bourse d'études au nom de ma grand-mère. Rien de clinquant, juste assez pour aider les enfants comme ceux que j'aidais quand j'avais à peine de quoi payer mon loyer. Des lettres de remerciement ont commencé à arriver. La plupart provenaient d'étrangers. L'une d'elles provenait d'un élève que j'avais encadré à l'époque où je travaillais à la bibliothèque publique. Vous avez été la première à me dire que je pouvais le faire. Je vous ai cru. Je suis resté longtemps avec cette lettre. Non pas parce qu'elle me faisait mal, mais parce qu'elle ne le faisait pas. Ça. C'était la vie que j'avais construite dans le silence qu'il pensait autrefois m'enterrer. Il y a quelques jours, j'ai imprimé une deuxième copie du mot de ma grand-mère. Je l'ai plié dans une enveloppe. Pas d'adresse de retour. Pas de message. Juste ces mots, tu construiras ce que personne ne voit aujourd'hui. Je l'ai envoyé à une fille que j'avais encadrée, qui m'avait discrètement dit que ses parents pensaient qu'elle était trop, à qui on avait dit d'arrêter de rêver si fort. Parce que peut-être qu'un jour, elle se retrouvera seule dans une chambre de motel. Et peut-être que ces mots feront pour elle ce qu'ils ont fait pour moi. Avez-vous déjà arrêté de courir après des excuses qui ne sont jamais venues et réalisé que la paix était la véritable conclusion? Avez-vous déjà été effacé par votre propre famille et trouvé la force de construire quelque chose de durable? Partagez votre histoire ci-dessous.